Je suis accusé de meurtre. Je suis jugé. Mes avocats flippent, moi aussi. On s'efforçait d'y aller. Ma grand-mère et ma mère y allaient tous les jours. Les jurés, vous pouvez pas me blairer. Il a toujours fait des remarques déplacées et incongrues. Je crois que c'est une chose qu'il n'a jamais su faire. S'adapter à l'auditoire. Dans l'Utah, je n'allais pas avoir un procès équitable. Parce que c'était mon mode de vie qu'on allait juger, pas mes actes. Je suis pas mormon, je suis un fêtard. J'ai vendu de la drogue, trompé ma femme. Et vous savez quoi? Ça ne fait pas de moi un meurtrier. Je m'appelle Bess Carras. J'ai été procureur et je suis analyste juridique depuis 30 ans. J'ai de l'expérience. Je reconnais les sales types. Et Thomas Randolph est un sale type. La télé adore les sales types. Mais ce qui est fascinant dans cette affaire, ce n'est pas seulement la personnalité de Thomas Randolph. C'est le fait qu'ils connaissent suffisamment bien la loi pour mettre en difficulté la police et l'accusation. Allô? Il est intelligent. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais il est... flippant. Il a fait une prépa de droit, ce que je trouve un peu bizarre, vu le chemin qu'il a choisi. Vous vouliez être avocat? Oui, j'ai travaillé pour des avocats pendant 20 ans. Il était plus malin que la moyenne parce qu'il travaillait dans un cabinet. Il était extrêmement arrogant, très sûr de lui. Il connaissait le système judiciaire. Il connaissait des magistrats, des juges, des policiers. Il avait beaucoup de relations dans ce milieu, ce qui le rendait dangereux. Je n'étais pas sûre qu'il serait condamné parce qu'il se vantait de très bien connaître le droit pénal et de pouvoir échapper à la justice s'il le voulait. Randolph avait beau maîtriser le droit pénal, il y avait un obstacle sur sa route. Eric Tarantino. Ils avaient besoin de mon témoignage pour le condamner. Il n'y avait personne d'autre à l'époque que lui et moi. C'est moi qui détenais la clé. Tarantino a menti pour se faire mousser et pour se venger de moi. Il croyait que je couchais avec sa femme. Ma femme pouvait pas le sentir. J'ai témoigné uniquement parce que c'était juste, moralement. Il a tué une femme innocente. Tout ça est un tissu de mensonges. Il n'y a pas une once de vérité. La vérité finirait par sortir, et il voulait empêcher ça. J'ai dit au procureur que j'étais sûr qu'il essaierait de me tuer. Et j'avais raison. Pendant le procès, j'ai déconné. Et j'étais accusé de subornation de témoin. Randolph s'est dit que s'il éliminait Eric Tarantino, il ne serait pas reconnu coupable. Avant le procès, la police a infiltré un agent dans sa cellule. Thomas a fini par lui proposer de l'argent pour me tuer. C'était terrifiant et en même temps ça m'a conforté. Je vous l'avais bien dit. Je voulais discréditer Eric. Je voulais mettre de la coke dans sa voiture, appeler les flics et en arrivant, les flics auraient trouvé l'arme et la cocaïne. C'était ça le plan. Mais le gars a dit, c'est trop compliqué, on n'a qu'à le tuer. La petite amie de Tom a reçu 10 000 $ cash et une voiture toute neuve pour m'éliminer. Bien sûr, essayer d'engager un homme de main pour tuer le témoin principal ne devrait pas aider Randolph à prouver son innocence. Mais le jury n'en saura rien. La subornation de témoins sera jugée séparément du meurtre. Ça a été jugé à part. Je comprends pas pourquoi. C'était évident qu'il était coupable. C'était pas juste. Le jour où je suis entré dans ce tribunal, j'étais très nerveux. L'avoir en face de moi, qui me regardait, c'était vraiment terrifiant. Il avait la même expression que le jour où il a menacé de me tuer si je tuais pas Becky.
J'ai été appelé à la barre pour témoigner. J'ai regardé les jurés à plusieurs reprises. C'est tout ce que je pouvais faire. J'étais pas là pour raconter une histoire ou un film, mais pour dire la vérité. Becky ne méritait pas de mourir. Le fait que j'y ai joué un rôle, ça me hantera jusqu'à ma mort. D'après son témoignage, Tarantino devait recevoir 10 000 $ provenant de l'assurance vie de Becky. Le reste servant à financer le trafic de drogue de Randolph. Tout ça, c'était pour l'argent de l'assurance. C'est pour ça qu'il voulait se débarrasser d'elle. Pour l'assurance vie. Tom a touché l'argent des assurances. 2 contrats pour 500 000 $. On était tous choqués. Pas parce qu'on aurait voulu cet argent, mais parce qu'on a compris que si elle était morte, c'était à cause de l'assurance. Son mobile, c'était l'argent. Et il employait tous les moyens nécessaires. Eric Tarantino a déclaré hier que Randolph voulait tuer sa femme et faire croire à un suicide. Tarantino m'a accusé de l'avoir engagé pour tuer Becky de différentes manières. Et rien de tout ça n'est vrai. Tout était calculé. Tout était pensé dans les moindres détails. On a répété tous les jours, tous les jours, tous les jours. On va aller camper. On dira que le coup est parti tout seul et l'a touché à la tête. Une chute dans la baignoire. Un cambrioleur qui tue Becky. Échanger ses médicaments. Un incendie. Lui rouler dessus et faire croire à un accident. Chaque jour, on répétait une mise en scène différente, un scénario différent. Un jour, on est allé chasser. Tom, sa femme, ma femme et moi. On allait monter dans le pick-up, le haillon était baissé et je suis allé ranger mon fusil dans la caisse. Becky était assise sur le siège et devant le fusil. Quand j'ai rangé le fusil, j'avais le doigt sur la détente et je me suis dit, fais-le, qu'on en finisse. Éloigne-toi de ce type. Et là, Becky s'est retournée et a attrapé le canon du fusil. Je lui ai dit, tu fais quoi là? Elle a dit, je t'aide à le ranger. J'ai dit, on n'attrape jamais un fusil comme ça. Et ma femme m'a regardé et a dit, enlève ton doigt. Ma femme m'a regardé et elle a compris que j'étais à ça de tirer. J'ai eu honte d'en être arrivé là. Je n'avais pas envie de faire ça, mais je savais pas comment m'en sortir. Il fallait que je m'échappe, que je m'enfuis. Il fallait que je fasse que je m'enfuis. Il fallait que je fasse quelque chose, parce qu'on en était arrivé. Quand j'ai rangé le fusil, j'avais le doigt sur la détente et je me suis dit, fais-le, qu'on en finisse. Éloigne-toi de ce type. Fais-le. M'en sortir. Il fallait que je m'échappe, que je m'enfuis. Il fallait que je fasse quelque chose. Parce qu'on en était arrivé presque au point où elle allait mourir. Il insistait et ça allait finir par arriver. Il allait dire, on le fait aujourd'hui. Pour lui, c'était un jeu et pour moi, c'était de la torture mentale. Une année entière passée à répéter le meurtre d'une femme innocente. Une amie. Je perdais les pédales. Je devenais fou. Si le jury croit Tarantino, c'est plié, terminé. Randolph est condamné. Je pensais, on t'a enfin attrapé, tu ne t'en sortiras pas. Et puis, la défense appelle Thomas Randolph à la barre. C'est plutôt rare. En général, la défense ne fait pas témoigner l'accusé. D'après Randolph, Becky était devenue accro à la cocaïne qui lui avait appris à fumer. D'après lui, elle passait des jours entiers à se droguer et quand elle n'avait plus de cocaïne, elle se mettait en colère. On savait tous que c'était faux. Il mentait pour se couvrir. Mais il pouvait se montrer très convaincant. Les avocats de la défense sont impitoyables. Ils sont payés pour faire innocenter leurs clients. Je n'ai pas aimé comment ils ont sali sa mémoire. J'aurais aimé que quelqu'un puisse les contredire. L'idée, c'est que si la défense parvient à salir suffisamment la réputation de Becky, alors le suicide devient plus plausible.
Mais la stratégie de la défense ne repose pas uniquement là-dessus. Vu l'heure de sa mort, je devrais pas être en prison. Il avait un alibi. Ce jour-là, on s'est disputé. Les voisins sont sortis, tellement on criait fort. Et elle m'a dit, je ferais mieux de me faire sauter la cervelle. J'ai dit, tu sais quoi? J'en ai plus que marre d'entendre ça. J'en ai marre. Et je suis parti. Je suis allé dans un bar. Il y a au moins 40 personnes qui m'ont vu. Ensuite, je suis allé chez mes parents. Je lui ai dit de venir à la maison et c'est ce qu'il a fait. Ça faisait de moi un témoin pour son alibi. Je ne suis reparti de chez mes parents que bien plus tard. Il m'a demandé s'il pouvait prendre ma voiture pour aller acheter des sodas. À 23h, j'étais sur la route. Et 5 ou 10 minutes plus tard, j'ai été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Si c'est pas un alibi en béton, ça... L'alibi de Randolph a l'air plutôt convaincant. Mais n'oubliez pas que Becky a été retrouvée dans une pièce froide, sur un lit à eau froid, ce qui a dû faire baisser sa température. Et d'après le médecin légiste, l'heure de la mort se situe dans une fourchette de 24 heures. Et l'alibi de Randolph ne couvre pas ces 24 heures. Je n'ai rien à voir avec sa mort, si ce n'est que j'aurais dû la faire interner. Concernant son alibi, c'était bien pensé. Tom connaissait la loi. Il savait quoi faire pour se faire arrêter. C'est un manipulateur. Il sait comment embobiner les gens. Quand je pense qu'il l'a tuée, puis qu'il est sorti se saouler exprès pour se faire arrêter. Il a très bien pu la tuer avant d'aller au bar ou de se faire arrêter. En conclusion, il n'a pas d'alibi solide pour le moment précis où le coup de feu qui a tué Becky a été tiré. C'est bien simple. J'ai rien fait de mal. Le procès a duré 8 jours et les jurés ont délibéré 4h30. Quand ils sont revenus, ils évitaient tous mon regard. C'était flippant. Pour les jurés, Becky Randolph s'est suicidée et n'a pas été tuée par son mari. Les proches de Becky ont pleuré à l'annonce du verdict et restent convaincus que Becky a été assassinée. Il devra tuer encore combien de fois avant qu'on fasse quelque chose? Je sais qu'il l'a tué. Ça a été comme un coup de poignard quand il a été acquitté. Vous pensez que c'est terminé et puis vous devez revivre le même calvaire. C'est dur. On était en colère. Très en colère. Ça fait remonter plein de choses. Tom a tué Becky. Point final. Merci au jury d'avoir été aussi attentif. Comment vous sentez-vous? Super bien. Quand j'ai entendu le verdict, j'ai dit « Sortez-moi d'ici tout de suite ». J'ai vu ma vie défiler. Pour moi, c'était une condamnation à mort. Je trouve ça très injuste. Il est coupable. Et il va tuer la fille de quelqu'un d'autre, c'est sûr. Je n'en reviens toujours pas quand je lis ces articles. Je me demande comment il a pu s'en sortir. C'est très dur. Il est... Je peux pas. Ça me met en rage de penser à lui. Les policiers m'ont expliqué que s'ils avaient eu autant de mal à inculper Tom, c'est parce qu'ils ne disposaient d'aucune preuve. Je crois que c'est parce que la pièce n'a pas été traitée comme une scène de crime. Et donc, le moment crucial où on peut procéder à des analyses médico-légales de la scène est perdu à tout jamais.
La scène de crime n'a pas été délimitée par un ruban. Les gens entraient et sortaient. Après coup, ils n'ont pas retrouvé la balle par terre. Et je pense que c'est parce que Tom est revenu le soir même, qu'il a récupéré les preuves, a repeint les murs, tout ça. Je ne comprends pas comment le jury a pu le croire. Je comprends que la famille de Becky ait été très déçue. Mais en dépit du témoignage accablant de Tarantino, Randolph avait un alibi. Et il n'y avait pas vraiment de preuves. Mais il a été condamné pour subornation de témoins. Je crois que j'en ai voulu à mon père, parce que je pensais qu'il sortirait une fois acquitté. Mais tout à coup, il est retourné en prison. Je ne sais plus exactement ce que ma mère m'a dit à l'époque, mais je me souviens qu'elle est restée vague. Quand on allait à la prison, on était derrière une vitre. Je me souviens que j'avais un miroir dans ma chambre. Et je crois que je devais avoir un téléphone dans mes jouets, ou un téléphone factice. Et je me souviens que je m'asseyais devant mon miroir. Je faisais comme si c'était une vitre, et je me mettais devant avec mon faux téléphone, et je répétais comment j'allais engueuler mon père. Comment t'as pu vouloir faire du mal à quelqu'un et lui dire à quel point j'étais déçue. Je lui en voulais terriblement. Mais je lui ai jamais dit. Les enfants me faisaient des réflexions. Ton papa est méchant. Il vend de la drogue. Ça me blessait et ça me mettait en colère. Ils parlaient de mon père comme si c'était un monstre. Chez les Randolph, on disait qu'il avait été piégé par la police parce qu'il vendait de la drogue. Je ne passais pas mes week-ends avec mes copines à jouer à la Barbie. Je passais mes week-ends à aller le voir avec mes grands-parents, son père, sa mère et mon frère. On allait lui rendre visite en prison. Je n'ai absolument jamais douté de son innocence. Et puis, début 1992, Randolph sort de prison. Immédiatement, il reprend ses vieilles habitudes. La drogue, les femmes, la fête, tout ça avec l'argent de l'assurance. Dès qu'il est sorti, il a recommencé à voir des femmes. Il faisait beaucoup la fête. Il se lâchait vraiment. Avec plein de femmes. Je le sais parce que j'essayais de l'espionner. J'étais dans un bar, je sortais de prison et j'ai rencontré Léona. Elle était fun, sympa. Elle me plaisait, alors on s'est installés ensemble. On s'est mis en couple et puis on s'est mariés. Mon père débarquait et à un moment il disait « Ah, une nouvelle femme ». Je me souviens que je lui ai demandé pourquoi il se mariait tout le temps. Ça n'avait pas de sens. Sors juste avec elle. Quand j'aime bien une femme, je me dis... Passons à l'étape suivante. Et en général, c'est pas moi, c'est elle qui dit « Je suis devenu bi pour toi. Je me suis rasé le pubis. Je me suis fait tatouer, bon sang. Je veux être avec toi. » Léona était intelligente. Elle savait que j'allais coucher avec d'autres femmes et qu'elle aussi coucherait avec ces femmes. Mais ça n'a pas marché. Et là encore, c'est peut-être de ma faute. C'était trop sexe, drogue et rock'n'roll. Avec Léona, ça a été une romance éclair de moins d'1 an. Mais quand on regarde son histoire et comment ça s'est terminé, on a un bon aperçu du traitement de l'affaire par les médias. Le procureur et les médias affirment que je suis un tueur en série, que j'ai tué 4 femmes. C'est ridicule. Léona est décédée en 2006 d'un cancer du foie et de la vésicule biliaire. Donc, 10 ans après l'avoir vue ou lui avoir parlé pour la dernière fois, elle meurt d'un cancer. Et ce serait de ma faute? Je suis doué. Je sais faire plein de trucs, mais je donne pas le cancer. Après Léona, je sortais beaucoup. Je voyais plein de femmes. Et c'est là que j'ai rencontré Gaina.
On dit que je suis un tueur en série. Surprise, Gaina est toujours en vie. Je suis stressée depuis ce matin. J'ai rien pu avaler. Pour être honnête, tout ce qui concerne Tom, c'est tellement un mauvais souvenir. Je préfère tout oublier. J'avais la quarantaine, récemment divorcée. Je voulais juste rencontrer quelqu'un pour sortir et m'amuser. J'ai rencontré Tom par les petites annonces. Il était beau et charmant. Et les choses sont allées très vite parce qu'il m'appelait tout le temps. Il voulait qu'on se voie. Il m'offrait des fleurs, des cadeaux, ce genre de choses. Des bagues, des colliers. C'était flatteur au début, j'avoue. Elle ne m'intéressait pas du tout. Que ce soit sur le plan romantique, sexuel ou personnel. Pas du tout. Je couchais avec ma troisième femme, Léona. Je couchais avec Frances. Je couchais avec une des amies de Gaina. Je couchais avec une voisine. Je couchais avec une stripteaseuse également. Il voulait me voir tout le temps. Il y avait plein de fois où je ne pouvais pas parce que je travaillais tard. J'étais occupée. Et bien sûr, il est venu sur mon lieu de travail. Je lui ai dit d'arrêter parce que j'avais des patients. Il était très possessif. Et puis il m'a demandé en mariage et je lui ai dit « Je te connais pas assez bien pour t'épouser ». Il l'a mal pris. Elle vivait chez sa mère et elle avait eu un accident de voiture et elle devait se faire opérer. J'avais un job avec une bonne mutuelle. Je voulais juste l'aider. Il a insisté pour qu'on se marie et je sais pas pourquoi, mais j'ai dit oui. On n'a pas fait une grosse cérémonie, on est juste allé au tribunal et on s'est mariés. On n'était pas mariés depuis très longtemps. Quand il m'a parlé de protéger mes enfants en cas de malheur, ça m'a touché qu'il pense à mes enfants. On est allé voir un ami à lui et il m'a fait prendre une assurance vie. J'ai signé pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Il n'y a rien de suspect là-dedans. Le business des assurances brasse des milliards de dollars. Il y a toujours un risque que votre avion s'écrase, que vous vous fassiez cambrioler. Je m'assure, je l'ai toujours fait. Et puis, il y a eu des choses alarmantes. Après quelques mois seulement, je suis allée dans la salle de bain, ça sentait mauvais et il avait l'air bizarre. Il était en train de sniffer du solvant pour fusil. Il tenait à peine debout. Tout a commencé à changer. Et puis, il y a eu l'incident du pistolet. Un jour, il était assis à la table et il avait l'air bizarre. Il nettoyait un pistolet à quelques mètres de moi. J'étais stressée. Et le coup est parti. Et il aurait pu me tuer. Après l'incident du pistolet, j'ai commencé à avoir peur. Je craignais pour ma vie. C'est du grand n'importe quoi. Je n'essayais pas de tuer Gaina. J'ai tiré dans des planches en bois. Je l'avais prévenu que j'allais le faire. Je n'étais pas du tout à côté d'elle. C'est tout Gaina. Elle est névrosée. Elle le dit elle-même. C'est une comédienne en manque d'attention. Et ça me rend malade. Après cet incident, j'ai demandé à une amie de venir. J'ai pris mes affaires et je suis partie. J'ai même démissionné. Je suis allée me cacher. Quand on voit l'histoire de Gaina, on ne peut que constater certaines similitudes. Plusieurs épouses, les assurances vie très chères, les coups de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu beaucoup de chance. Je me suis dépêchée de demander le divorce. J'avais peur pour l'assurance vie. À l'époque, il a accepté de divorcer parce qu'il était avec Frances, qu'il a épousée après moi. Et puis, je ne l'ai plus jamais revu. Mais avant de partir, j'ai apporté mon alliance chez un bijoutier et fait remplacer les diamants par du zirconium avant de la lui rendre. Et puis, j'ai revendu les diamants. J'en ai tiré dans les $2000. Franchement, il ne l'avait pas volé.
Je lui ai demandé un jour, « Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Gaina? Pourquoi vous avez divorcé ?» Et il a dit, « Elle aime la country et moi le rock. » Mais quand je lui posais des questions sur les raisons de ses autres divorces, c'était toujours de leur faute à elle. Et il disait toujours quelque chose pour les dénigrer. Et donc, je n'avais pas envie d'entendre ça. Alors au bout d'un moment, j'ai arrêté de lui poser des questions. Gaina et les autres n'étaient pas faites pour moi. Mais j'ai rencontré Frances, celle que Dieu avait mise sur terre pour moi. C'était l'amour de ma vie. Je faisais une école de droit dans l'Indiana. Et en attendant de passer l'examen, je travaillais dans une maison de retraite. C'était ma formatrice et je lui ai fait du rentre-dedans. Elle a dit qu'elle allait me faire virer pour harcèlement. Je lui ai dit non, parce que je sais que tu en as envie. On n'avait rien en commun. Elle n'avait eu que 2 hommes dans sa vie. C'était un petit bout de femme, genre Dolly Parton. Elle était fan de country et je suppose que les opposés s'attirent. Je suis tombé amoureux. Fou amoureux. Le fait de rencontrer Frances, ça m'a totalement changé. J'avais toujours les cheveux longs. C'était toujours sexe, drogue et rock'n'roll, mais sans la drogue. Je me suis posé, j'ai mûri. Frances est la meilleure chose qui lui soit arrivée. J'aurais adoré avoir une fille comme elle. Ma mère m'a dit, je sais que tu veux devenir avocat, mais Frances est une vraie bénédiction. Tu dois décider si tu veux devenir avocat ou si tu veux te marier et être heureux avec la meilleure femme qui soit. Je me souviens de mon père me disant que Frances était l'amour de sa vie. Mais je le voyais aussi dans ses actes. Je voyais à quel point il adorait Frances. Avec elle, ça a été différent, parce que ça a été la seule période de stabilité dans la vie de mon père. Elle avait une fille, Rachel. Elle était comme ma demi-sœur. C'était le papa parfait à tout point de vue. Il me faisait faire mes devoirs, me brosser les dents, aller au lit à l'heure. Tout ce que j'étais censée faire à cet âge-là, donc je le trouvais super. J'adorais Frances, mais elle était très malade. Depuis toujours, à cause de son cœur. Elle avait une malformation cardiaque et son état s'est aggravé. Elle était très malade. On est parti dans l'Utah. Ma mère avait acheté une maison et on a emménagé juste à côté. Frances ne se sentait pas bien. Elle dormait beaucoup. Il s'occupait d'elle. Il faisait la cuisine. Il faisait le ménage. Il faisait tout pour lui faciliter la vie parce qu'elle était de plus en plus malade. De plus en plus. Elle a commencé à faire des mini-AVC. Et le chirurgien nous a dit, c'est simple, il faut vous faire opérer du cœur maintenant, tant que vous êtes encore en forme, parce que sinon ça va continuer à s'aggraver. Et vous allez finir par en mourir. Elle avait peur de se faire opérer du cœur. Mais en même temps, elle avait hâte de retrouver enfin une vie normale. Elle m'a dit que si elle devait mourir ce jour-là, elle s'en irait heureuse parce qu'elle avait connu quelqu'un qui l'avait vraiment aimée, qui s'était occupé d'elle et qu'elle avait connu l'amour quand elle était avec moi. Et quand elle m'a dit ça, je me suis mis à pleurer. Quand Frances s'est fait opérer, mon père ne tenait pas en place. L'opération qui devait durer 5 heures en a duré 10. Après l'opération, elle parlait, mais on voyait qu'elle n'était pas bien. Je pensais qu'elle irait mieux après l'opération, mais elle a eu un œdème et elle a fait un AVC. Mon père était très inquiet. Il était à son chevet 24 heures sur 24.
Quand elle s'est remise de son AVC, elle m'a parlé. Elle disait qu'elle était contente, qu'elle allait avoir plus d'énergie. Et puis Tom est entré dans la chambre et m'a demandé de sortir. Une demi-heure plus tard, il a déboulé dans la salle d'attente en pleurant, en criant qu'il se retrouvait veuf encore une fois. Je suis sûre à 100% qu'il a tué ma mère. Ça n'existe pas quelqu'un qui a autant de malchance. Je n'ai pas tué Frances. C'est du grand n'importe quoi. Je l'aimais plus que tout. J'aurais voulu mourir quand elle est morte. Ça m'a littéralement brisé le cœur. Notre mariage était loin d'être parfait. Mais on s'aimait. C'est ça le mariage. Si elle n'était pas morte, on serait toujours ensemble. Frances est morte à cause d'une erreur médicale. Ils lui ont mis une valve de la mauvaise taille. Ce chirurgien se prenait pour Dieu. C'est lui qui l'a tuée. Et j'ai porté plainte. Il a poursuivi l'hôpital et il a reçu un gros dédommagement pour négligence ayant entraîné la mort. On peut interpréter ce dédommagement comme une admission de culpabilité de la part de l'hôpital, même si la fille de Frances n'est pas de cet avis. Mais on peut se demander s'il ne l'a pas justement choisie à cause de sa maladie, en espérant gagner gros dans un avenir proche. Pour un homme qui est censé avoir la poisse, ça l'a quand même rendu très riche. Il y a très clairement une constante dans sa façon de gagner de l'argent durant toutes ces années. À savoir, une épouse qui décède alors qu'elle a une assurance vie dont il est l'unique bénéficiaire. Et il empoche l'argent. Randolph a reçu 400 000 $ de dédommagement de l'hôpital et près de 18 000 $ d'indemnisation de l'assurance vie. Il était bénéficiaire principal et sa mère bénéficiaire subsidiaire. J'ai gagné beaucoup d'argent avec l'assurance et le procès contre l'hôpital. Mais ça ne veut pas dire que je suis coupable de quoi que ce soit. Elle m'a dit, avant l'opération, je prends le maximum d'assurance possible parce que mon cœur ne tiendra pas très longtemps. Et je veux que Tom s'occupe de Rachel sans avoir à se soucier de l'argent. Tom a poursuivi l'hôpital pour négligence et j'ai reçu une part du dédommagement. Mais je n'ai pas reçu un centime de l'argent de l'assurance. J'aurais dû avoir quelque chose. J'essaie de voir avec un avocat pour récupérer cet argent. Il avait aussi souscrit une assurance vie à mon nom et je ne l'ai découvert qu'après mes 18 ans. Une assurance vie pour la fille de sa femme ? Quand on en arrive à Frances, cette manie de souscrire des assurances vie, ça commence à devenir très louche. Toutes ses épouses avaient des assurances vie, au pluriel. C'est important. Mais aucune n'était au courant de l'existence de ces assurances. D'après mon expérience, prendre une assurance vie au nom de sa femme ou de son mari sans son consentement, c'est très rare et suspect. Il n'y avait rien de secret. Je n'ai jamais souscrit d'assurance à l'insu de qui que ce soit. On ne peut pas prendre une assurance pour n'importe qui. Il y a un questionnaire médical, il faut donner un échantillon d'urine et faire une prise de sang. C'est bien ce qui m'agace le plus dans toute cette histoire. Regardez, il a souscrit des assurances vie en douce. C'est totalement faux. Randolph a raison. Une assurance vie entre conjoints n'a rien d'inhabituel. C'est seulement quand on voit la récurrence qu'on s'interroge. Et n'oubliez pas que ces femmes ne se connaissaient pas. Elles ne savaient pas ce qu'on sait. Elles n'avaient pas cette vue d'ensemble sur tous ces décès prématurés et l'argent que ça lui a rapporté. Ma mère avait fait un emprunt pour aider Becky à payer les versements de son assurance vie. Bien sûr, il faut signer le contrat. Mais Tom avait un tel ascendant sur elle. Je pense qu'il lui a forcé la main. Moi-même, je trouvais ça bizarre, vu que Becky n'avait pas d'enfant. Quand j'ai appris qu'il était accusé du meurtre de Becky, un inspecteur est venu me voir à mon travail
et m'a dit que Thomas avait toujours une assurance vie à mon nom. La police avait peur qu'ils s'en prennent à moi ou aux enfants pour empocher l'argent. Je savais que Tom avait souscrit une assurance à mon nom. Et il m'avait dit que l'argent irait à mes enfants. Alors je n'ai pas hésité, j'ai signé le contrat. Mais à cette époque, il n'y avait pas encore Internet. Donc je savais pour son ex-femme, mais je n'étais pas au courant pour le procès. À chaque fois, il souscrivait plusieurs assurances vie. Becky en avait 5 à son nom quand elle a été tuée. Le mobile, c'était l'argent. Toucher l'argent des assurances pour décès ou décès accidentel. Il tuait ses femmes pour l'argent. Il voulait juste empocher l'argent, sans se faire prendre. Une fois qu'il a été acquitté pour le meurtre de Becky, c'est devenu un jeu. Il est accusé d'avoir engagé un homme pour tuer sa femme et récupérer l'argent de l'assurance, puis d'avoir éliminé le tueur à gages. Est-ce que je pense que Randolph a tué ses 4 femmes? Bien sûr que non. Mais à y regarder de plus près, la récurrence du scénario est très suspecte. Et en ayant ça en tête, on voit le meurtre de Sharon sous un nouveau jour. Quand Sharon m'a dit qu'il avait souscrit des assurances vie à son nom, je lui ai dit « C'est très suspect, Sharon, ça me fait peur. » Sharon a pris cette assurance avant notre mariage. C'est elle qui l'a souscrite. Elle m'a juste désigné comme bénéficiaire. Thomas Randolph est quelqu'un d'extrêmement narcissique. Les gens narcissiques choisissent soigneusement leur proie. Après avoir emménagé avec Sharon, il est devenu très possessif. Je dirais même obsessionnel. Il voulait qu'elle lui consacre tout son temps. Il appelait le salon entre 15 et 20 fois par jour. Elle allait dans le couloir pour lui dire d'arrêter d'appeler. Un jour, elle est arrivée au travail. Elle m'a dit « Je me suis fait mal ». Elle avait des hématomes énormes. Tom et elle étaient allés faire un tour en bateau. Tom allait très vite. Il a pris un virage très serré et elle est tombée. Quand elle m'a raconté ça, j'en ai eu des frissons dans le dos. Je lui ai dit « Sharon, je crois qu'il essaie de te tuer ». À la fin des années 80, après le procès pour le meurtre de Becky, j'ai passé 10 ans à regarder par-dessus mon épaule. Je vivais dans la peur. Donc, quand j'ai reçu l'appel de Dean O'Kelly pour me dire que Sharon avait été assassinée, tout est revenu. J'ai d'abord demandé combien de femmes sont mortes. Et puis, je connais pas cette affaire. Il s'est passé quoi? Il a dit un cambriolage. J'imaginais déjà la scène de crime sans l'avoir vue. C'était une des mises en scène qu'on avait répétées 1 million de fois. J'ai pensé à Becky 30 ans plus tôt. C'était pareil. Randolph est accusé du double meurtre de sa 6e femme. Oui, c'est bien ça, la 6e, Sharon, et de l'homme qui l'avait engagé pour la tuer. Ma vie était de nouveau chamboulée. Tom était de nouveau jugé. L'accusation m'a demandé de témoigner. C'est la 2e fois que Thomas Randolph est accusé du meurtre de sa femme. Lors du premier procès, il avait été acquitté. Et le voilà de nouveau jugé. J'estimais que c'était mon devoir de témoigner pour les victimes, pour mon amie Becky et pour la famille de Mike Miller. Il aura fallu attendre longtemps pour que cette affaire soit jugée. 9 ans depuis le double homicide de Las Vegas. C'est long pour un procès.
Mais le fait que Randolph n'arrivait pas à s'entendre avec ses avocats était devenu vraiment problématique. Il virait tous ses avocats parce qu'ils disaient tous la même chose. Vous irez en prison. Vous êtes viré. Au suivant, au suivant, au suivant. Combien d'avocats il a viré? Un paquet. Ils m'ont saoulé, ces abrutis. Il a fini par trouver. J'ai dit, c'est qui? J'étais l'un des avocats de Thomas Randolph en 2017. Je crois que nous sommes les 10e et 11e avocats à avoir été engagés. La juge lui a fait comprendre qu'il ne pourrait plus changer d'avocat pour ce procès. Est-ce que vous étiez convaincu de son innocence? Je ne répondrai pas à cette question. Bon, d'accord. On ne va pas aller sur ce terrain-là. Cette affaire était un peu plus compliquée parce que l'accusation souhaitait évoquer un procès antérieur. Mon témoignage était crucial parce que j'avais les réponses qui leur manquaient. Toutes les hypothèses impossibles à prouver. Toutes les méthodes, toutes les questions. J'avais les réponses. L'accusation avait besoin d'Eric Tarantino pour démontrer la culpabilité. Mais évoquer les antécédents criminels de Randolph, ce n'était pas si simple, parce que Randolph avait été acquitté du meurtre de Becky. Quand l'accusation cherche à présenter des éléments de preuve ayant trait à une affaire qui n'a rien à voir avec le procès en cours, on appelle ça divulgation d'actes répréhensibles antérieurs. Et l'accusation a demandé l'admission des éléments concernant la mort de Becky Randolph pour pouvoir démontrer le mobile, le mode opératoire identique et faire témoigner Eric Tarantino. Après délibération, la juge Stephanie Miley a accepté la requête, ce qui rendait les éléments concernant la mort de Becky recevables. Ça voulait dire qu'Eric Tarantino allait pouvoir témoigner. La juge Miley est une femme très séduisante. Mais c'est la décision la plus débile que j'ai jamais entendue. Comment je pouvais me défendre? J'avais aucun moyen de me défendre. On savait que ça allait être compliqué. C'est l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. Et s'il était acquitté, il s'en prendrait à moi. Mais j'étais le seul à pouvoir faire ça. La sélection du jury est en cours pour le procès de Thomas Randolph, accusé du meurtre de sa femme et de l'homme qu'il avait engagé pour la tuer. Il n'avait pas le droit de tuer ses femmes, ni de tuer Michael Miller. Miller est mort parce que j'ai été lâche. C'est pour ça que j'ai accepté de témoigner de nouveau, au péril de ma vie. L'accusation est convaincue qu'il a déjà tué impunément, mais pense avoir suffisamment de preuves pour qu'il soit enfin condamné. Ça me fait un peu peur. Il fallait qu'il soit traduit en justice et que ça s'arrête. Randolph est accusé d'avoir payé un homme de main pour tuer sa femme. Il affirme que le tueur est un inconnu qui s'est introduit chez eux et a tué sa femme en mai 2008. Randolph l'aurait alors tué en état de légitime défense. Faites entrer le jury.